Bienvenue, je vous propose le sujet d'être soi. Alors ça peut paraître banal ou évident, puisqu'on est tout le temps soi-même, mais pour beaucoup de personnes, la question se pose de la personne qu'elle désire être. Alors peut-être quand on était plus jeune, ou à un moment donné dans la vie, on s'est un petit peu remis en question personnellement, et on s'est dit, il y a peut-être un modèle de personnes que l'on a envie de devenir, ou des caractéristiques, des qualités que l'on avait envie de pousser, d'acquérir. Et c'est quelque chose qui peut-être nous fait souffrir parce qu'on n'est pas la personne que l'on veut. Et on est la personne que l'on peut. Mais en réalité, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas de ne pas avoir les qualités auxquelles on prétend, mais de ne pas accepter la personne qui est là présente. Alors, souvent quand ce sont des qualités positives, qu'on appelle tout court des qualités, il n'y a pas de souci, lorsqu'on est courageux, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on est beau, lorsqu'on est sportif, voilà, toutes les choses qui semblent positives, on n'a pas du tout de mal à accepter que les gens parlent de nous ainsi et qu'on se regarde de cette manière-là. Quoique, par exemple, pour l'apparence physique, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment esthétiquement et dans les canons de beauté actuels, selon les cultures bien sûr, sont vraiment très beaux ou très belles, mais qui ne se plaisent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est subjectif, hein, tout simplement. Et parfois, on a beau être adulé par les autres, soi-même, on ne s'aime pas. Donc finalement, on vient au point que je disais, c'est le fait de s'accepter. De l'autre côté, lorsque par exemple on se sent médiocre, qu'on se sent comment dire repoussé, qu'on a l'impression qu'on n'est pas si intelligent que ça, que on est tout le temps en échec dans notre activité professionnelle, par exemple dans nos relations, qu'on se sent un petit peu isolé, que notre façon d'être n'est pas elle-même acceptée par les autres, eh bien il y a tout un ensemble d'enjeux pour soi-même qui vont apparaître et au fur et à mesure du temps vont nous donner cette lourdeur, cette nostalgie, ce besoin d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un que finalement désespérément on essaie d'atteindre mais qui ne parvient jamais à être atteint. Et ce rêve ou ce cauchemar, c'est quelque chose que je pense la plupart d'entre nous avons vécu. Et viser ce modèle de perfection n'est pas aisé et même peut-être illusoire. Alors ce que je vous propose, bien, c'est de travailler plutôt sur la partie acceptation de soi. C'est-à-dire être soi-même. Conseil number one, s'accepter. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant, dès maintenant. Par exemple, pour moi-même, hein, puisque je vais vous donner l'exemple le plus pertinent qui est soi-même. Et donc pour moi, par exemple, l'impression que les qualités d'autrui surpasseront toujours les miennes. Ça c'est quelque chose, je pense peut-être ça vous touche, ça vous concerne vous aussi. Cette sensation que quoi que je fasse, il y aura toujours quelqu'un de meilleur et que c'est cette comparaison-là qui va me définir. Alors ça c'est un grand classique, hein. On peut dire que c'est d'un certain côté, peut-être ça rejoint le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que on a l'impression d'exercer une activité ou d'être une personne qui n'est pas à la hauteur et que comparativement à d'autres, on est vraiment mauvais, médiocre. Voilà, c'est ce sentiment qu'on est médiocre, tout simplement, toujours par rapport à. Ce travail-là, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de hiérarchie. Par exemple, dans une famille, on peut avoir l'impression, si on est le cadet, que les autres enfants sont toujours mieux considérés que soi-même. Bon, ça peut arriver, hein, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais très souvent, c'est notre subjectivité propre qui va prendre le pas. Parce qu'il y a ce complexe du dernier né, on a l'impression que les autres sont toujours meilleurs que soi-même, et donc plus aimés. Mais en fait, c'est en nous-mêmes qu'on a l'impression d'être moins aimés. Et là, c'est pareil. Donc, pour s'accepter soi, et donc là, je parlais de mon propre cas, c'est-à-dire l'impression que les personnes sont toujours meilleures que moi-même, quel que soit le domaine que je considère, eh bien, l'idée, c'était de regarder ce que je fais,
la qualité de ce que je fais en toute objectivité, ou en tout cas avec le maximum d'objectivité, alors il est possible de demander à d'autres personnes comment elles me voient, des personnes de mon entourage, mais je peux avoir l'impression que c'est biaisé puisqu'elles me connaissent et qu'elles vont peut-être ne pas vouloir me blesser. Alors je peux demander à d'autres personnes. Objectivement, dans un métier comme le mien, par exemple, les retours sont assez importants pour prendre confiance. D'un côté, ça permet de gagner de l'expérience et de voir un petit peu comment la personne réagit aux soins. Et puis de l'autre, ça me permet d'avoir une perspective qui n'est pas, à mon sens, transformée par un quelconque lien. La personne pourra me dire ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Et globalement, je peux faire un bilan en me disant mon travail a quand même une certaine qualité, puisque les retours sont globalement positifs. Je peux bien sûr viser à m'améliorer, mais je peux me rendre compte que je ne suis pas plus mauvais qu'un autre et que au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'expérience, j'apprends et je propose quelque chose qui est tout à fait pertinent. C'est quelque chose peut-être que vous vivez vous-même dans votre métier ou dans d'autres domaines. Par exemple, si vous faites un sport, d'ailleurs je peux parler du sport puisque je suis assez, enfin aujourd'hui je ne sais pas, mais quand j'étais adolescent, je faisais de la compétition, je travaillais en tennis et le tennis m'avait amené à aux compétitions. Donc le problème n'était pas la technique en elle-même puisque ça on l'apprend en club et puis étant jeune et puis disposé à aimant le tennis, eh bien il n'y avait pas de souci avec l'aspect technique, mais le problème c'était l'aspect mental, c'est-à-dire que lutter contre l'autre personne et à un moment donné me rendre compte que j'avais la possibilité de le battre entre guillemets, de gagner le jeu, on va dire, puisque c'est un jeu, il faut pas l'oublier, c'était quelque chose de très difficile pour moi, puisque en général, lorsque je commençais à gagner, ça perdait de l'intérêt. La chose étant évidente, la chose étant pliée pour moi, je baissais les armes et je baissais les bras. Et donc l'autre commençait, si je gagnais le premier set, c'est-à-dire que en fait les matchs de tennis quand on est jeune se font en 2 sets, c'est-à-dire que vous devez marquer 6 jeux et il y a 2 fois donc 2 sets à gagner. Donc si mon adversaire et moi gagné tous les deux un set, le 3e set est déterminant. Ou après on peut gagner en 2 sets consécutifs et directement l'emporter. En tout donc il y avait 12 jeux à gagner, ce qui donne 2 sets, je simplifie. Et si je gagnais le premier set, en général, je me laissais battre entre guillemets au 2e set. Alors on peut se demander un petit peu pourquoi une telle attitude. C'était pas juste une fois, ça se répétait très régulièrement. Et quand je perdais le 2e set, souvent j'abandonnais le 3e. J'avais du mal à lutter et il y avait un sentiment de frustration. Bien sûr, puisque comme la plupart des gens, je n'aime pas perdre. Bien que, évidemment, vous pouvez dire, mais oui, mais si Jérémy, tu te laissais perdre, pourquoi tu étais frustré? Alors j'étais frustré parce que gagner, c'était quand même l'objectif, mais une partie de moi se sabotait, ce fameux sabotage. Alors l'abandon ici, c'était puisque les choses étaient gagnées d'avance, je n'avais pas envie de dépenser de l'énergie dans quelque chose qui était facile. Vous avez peut-être déjà remarqué, si vous jouez à quelque chose, si c'est trop facile, ça n'a plus d'intérêt. Et là c'était pareil, si ça me semblait, je pense, inconsciemment facile, ça perdait de son intérêt. Mais c'était aussi une façon de se protéger, c'est-à-dire que abandonner de manière précoce, c'était aussi éviter le fait de perdre en ayant tout donné, en s'étant battu, et de voir que l'autre est simplement plus fort ou que je n'ai pas été à la hauteur. Et c'est vraiment cette perte par anticipation qui faisait que je me sentais frustré. Sachant que j'avais peut-être la possibilité de gagner, mais ayant trop peur d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'était vraiment cette peur. Et donc, je n'acceptais pas d'avoir cette qualité en moi de battant, en tout cas de joueur gagnant. Et la compétition, effectivement, la lutte, c'était trop difficile pour moi de lutter. Et la partie de moi-même qui cédait, c'était aussi trop difficile pour moi de l'accepter. Alors il y avait une sorte de jeu un petit peu de cache-cache où je faisais comme si c'était vraiment difficile de gagner et je me trouvais des conditions me permettant de justifier cette perte.
Mais en réalité, c'était, disons, mon inconscient, qui venait quand même un petit peu à la surface consciente, qui disait « Oh bah non, on va pas y aller, c'est trop difficile. De toute façon, même si on gagne, ça ne vaut pas le coup, puisque dépenser de l'énergie pour un truc comme ça, c'est pas intéressant. » Et pourtant, c'était blessant, puisqu'il y a plein de jeux que j'aurais pu gagner et que j'ai perdu de cette manière-là. Alors, il y a plein de possibilités pour soi-même d'entrer dans ces boucles. Là, c'est un exemple pour vous donner quelque chose d'un peu concret. Mais le fait de se laisser aller, d'accepter une part de soi un petit peu sombre, de la mettre en lumière, mais pas forcément, comment dire, en avant, c'est-à-dire de ne pas forcément y céder ou de la constituer, de l'encourager, c'est quelque chose que l'on peut travailler. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, déjà, premier point, peut-être que vous allez dire que je suis redondant, mais c'est toujours la même chose, c'est reconnaître les choses. Se poser, entre guillemets, en observateur, en observatrice, et d'être honnête avec soi-même, tout simplement. De se dire, par exemple, je suis colérique, je prends la mouche pour des choses qui sont vraiment sans importance, mais je ne sais pas me retenir. Ça, c'est déjà quelque chose. Plutôt que de rejeter la faute sur l'autre, de se concerner soi, de regarder en soi-même ce qui coince. Et puis tout doucement, peut-être de soulever d'autres points. Ici, l'exemple de la colère, ben, je peux peut-être m'apercevoir que je me mets en colère facilement, mais il y a peut-être une raison derrière que souvent j'ignore, mais en fait qui est évidente. C'est-à-dire que je me mets en colère avec la mauvaise personne au mauvais moment, mais que souvent ça découle peut-être de la veille, où il y a eu une situation qui m'a elle-même mise déjà en colère. Et que le lendemain, je me décharge sur la première personne venue. Et ça, c'est quelque chose que je peux remarquer par moi-même. Si je fais un petit peu attention à mes propres comportements, ça ne veut pas dire se décortiquer, s'analyser H24, mais c'est arrêter de se cacher, de se leurrer en se disant je me mets en colère mais j'y peux rien, c'est mon caractère. Non, je peux toujours faire quelque chose, ça ne veut pas dire que je peux changer de caractère, mais je peux observer que dans mon caractère, les situations sont toujours les mêmes et qu'elles favorisent ce fameux caractère colérique. Alors, si j'apprends à me mettre en colère au bon moment, c'est-à-dire quand la situation m'énerve réellement, peut-être que, ayant déchargé l'émotion, je n'aurai plus besoin de me mettre en colère avec les situations et les personnes qui ne sont plus adéquates. Et donc je ne me frise plus au moment inopportun. Et ça, c'est quelque chose de tout simple, mais qu'il faut pratiquer. Donc première chose, s'observer, et puis reconnaître les faits, relever les points cruciaux, les moments où je vais réagir émotionnellement, psychiquement, physiquement. Peut-être que si vous avez des angoisses, vous pouvez relever les moments où vous réagissez. Peut-être que ça ne donnera rien, mais peut-être que ça donnera quelque chose. Et donc c'est intéressant d'essayer. Alors deuxième étape, bon, je décortique en étapes, mais évidemment tout peut se faire ensemble, c'est jamais 1, 2, 3, c'est parfois l'un, parfois l'autre, parfois on est à l'étape numéro 2, parfois à l'étape numéro 1, parfois les deux en même temps. Donc étape numéro 2, c'est se pacifier. Une fois que j'ai reconnu les choses en moi, bien sûr ça va pas me plaire, puisque comme je le disais au tout début, les qualités ça va, mais les défauts pas terribles. Alors le côté sombre de la force, et mon côté site un petit peu, c'est quelque chose que je peux vraiment prendre plaisir à vivre. Alors ça peut paraître paradoxal, mais par exemple la colère. Comme j'ai donné cet exemple-là, je vais continuer dessus. La colère, c'est quelque chose souvent qu'on charge de manière négative. On dit il faut pas se mettre en colère, paix, amour, tout le monde est gentil, donc j'ai pas besoin de m'énerver. Ça c'est faux, archi faux. Supra archi faux. Faut pas mettre les yeux dans les yeux les yeux dans le même panier. Non, les œufs dans le même panier, parce que la colère est une émotion, une pure énergie. C'est ce qu'on en fait. Alors comme j'ai donné l'exemple de la colère, je vais expliquer sur cet exemple-là. Souvent la colère, elle va venir quand il y a une chose qui nous semble pas à sa place. Donc ça va soulever une réaction en nous, cette émotion de colère. On va faire jaillir cette énergie de manière à pouvoir combattre, ou si vous n'aimez pas le mot combattre, pouvoir agir dans la situation. Parce que si on n'a pas l'énergie, qu'on accepte tout peace and love, on va se faire entuber sévère dans plein de situations.
Et par exemple, si on dit non, la pollution c'est pas bien, il faut ne plus circuler en voiture, eh bien tout le monde devrait suivre mon exemple. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui va dire ça, qui va agir comme ça, va emmener les gens? Est-ce que son enthousiasme flagrant va persuader le monde? Personnellement, je ne crois pas que quand on est léthargique et sans énergie, on communique grand chose. Et inversement, si on est trop proactif, un petit peu révolutionnaire, mais dans le mauvais sens du terme, est-ce qu'il n'y a pas ces aspects un petit peu, bon maintenant c'est peut-être vieux pour les nouvelles générations, mais un peu José Bové, où c'est un peu provoquant et les gens vont dire « Ouais mais cette personne-là, elle est folle, c'est n'importe quoi, c'est de l'anarchie, etc. etc. » Il y a peut-être des gens qui pensent que c'est bien, et ça c'est, comment dire, ça appartient à chacun, mais dans le sens où on vit ensemble, il y a une certaine harmonie qui peut se développer. Et dans cette harmonie-là, s'exprimer ne veut pas dire forcément lutter à mort contre l'autre. Donc, on a le choix entre être assez amorphe, entre être hyper actif et peut-être un peu, comment dire, agressif. Et puis, trouver une solution d'action, mais dans laquelle personne ne va se sentir lésé. Ou en tout cas, on ne va pas encourager ce genre de situation. Le choix, je sais, appartient à chacun et parfois on n'a pas le choix de son propre choix. Mais l'idée c'est ceci. Se pacifier pour que mon action soit elle-même pacifique. Ça ne veut pas dire, comme je le disais, tout tolérer. Mais c'est que lorsque je vais faire quelque chose, donc par exemple, si je me suis rendu compte que je me mets en colère par rapport à des situations, puis qu'après c'est les autres qui payent alors qu'ils n'ont rien fait, eh bien je peux apprendre à exprimer ma colère, sans forcément mettre le poing dans la figure de l'autre, mais en disant les choses. Peut-être, parfois en mettant un petit peu un coup de boost, de décharge, hein. Je peux dire ma colère, mais c'est l'accepter honnêtement moi-même. Déjà parce que quand ça monte et que ça me prend, je vais avoir tendance à le garder, à me crisper pour ne pas me mettre en colère, parce que la colère, c'est pas bien, il faut que... Mais en fait, les gens qui sont colériques, qui savent et qui essayent de s'empêcher de se mettre en colère, ils n'y arrivent pas. Parce que cette émotion, c'est comme un petit peu une sorte de soupape de sécurité. Elle permet de se décharger. Mais quand je la garde, mais à un moment donné, ça peut que péter. C'est quelque chose qui est une bombe à retardement. Donc, il est préférable, si j'en ai la possibilité, de m'exprimer sur le moment. Alors bien sûr, il y a différents moyens. Vous pouvez par exemple vous défouler sur un sac de frappe. Vous faites des arts martiaux ou de la boxe et vous vous défoulez. Alors ça ne veut pas dire, comme je disais, frapper sur l'autre. Se défouler, attention, ce n'est pas faire du mal à l'autre. Mais c'est dans l'énergie que vous mettez à faire vos gestes, à faire vos techniques, à frapper sur un sac, eh bien vous mettez l'énergie de la colère. Et paradoxalement, beaucoup de gens pensent que les arts martiaux, les arts de combat sont un encouragement à la violence. Eh bien, détrompez-vous. Vous pourrez faire l'expérience, ou vous en avez peut-être déjà fait, ou des gens autour de vous en ont fait l'expérience et vous pourrez discuter avec eux, que lorsqu'on va dans un club de boxe, dans une salle de gym, et qu'on se défoule à mort, et comme je disais, c'est pas se défouler forcément sur l'autre, même si on peut faire un peu de combat et que ça défoule aussi, eh bien, on va exprimer cette énergie qui souvent n'a plus réellement de but. Si on a de la colère en soi, de la tristesse, du mal-être, eh bien, toutes ces énergies-là vont sortir et elles vont se mettre dans le mouvement que vous avez, que vous créez. Et ça, c'est une bonne manière, comme les arts, par exemple la musique, la peinture, toutes les choses qui vont permettre de sortir, de donner concrètement une forme à ce qui est à l'intérieur. Et les gens qui gardent en soi, et si vous êtes ainsi, eh bien, pensez à ce que je dis ici. Les gens qui gardent à l'intérieur sont souvent des personnes qui vont devenir complètement exploser. Elles vont, à un moment donné, ne plus être capables de se retenir. Elles vont soit s'autodétruire, soit détruire les gens et le monde autour d'elles. Et c'est ça un petit peu qu'on appelle la folie, mais la folie dans le sens d'une non-libération. La folie dans le sens d'une libération, on va faire des choses un petit peu folles, incroyables, mais libératrices, c'est quelque chose de positif. La folie, lorsqu'on garde tout à l'intérieur et qu'on est dans son propre monde et donc on n'est plus capable d'accepter le monde de l'autre, c'est une véritable démence. Et ainsi, on va vraiment se faire du mal et du mal aux autres.
La proposition, c'est de, premièrement, comme je le résume, hein, premièrement, de se voir tel que l'on est. Si on a des côtés sombres, on a des côtés sombres. Hein. Le problème n'est pas d'avoir des côtés sombres, mais de ne pas forcément croire qu'on n'est que ces côtés-là. On est tout. Toute cette personne qui peut être joyeuse, triste, heureuse, mélancolique, dynamique, nostalgique, etc., etc. Pas forcément des oppositions, mais des complémentarités. Et par exemple, vous pouvez voir ici, comme je donnais l'exemple de la colère peut avoir cet aspect positif que par exemple, si vous voyez une personne se faire battre dans la rue, se faire tabasser, eh bien vous allez intervenir parce que en vous, cette énergie de colère va surpasser les mécanismes de peur et d'autodéfense. Et vous allez intervenir. Si vous n'aviez pas cette énergie de colère qui monte, bah peut-être que vous auriez été simplement spectateur comme beaucoup de gens, en train même pire de filmer avec ce voyeurisme assez incroyable qui enfonce dans l'inaction. Donc la colère dans cette situation-là peut être bénéfique. La colère peut vous permettre de défendre vos propres barrières, votre espace personnel. Et l'énergie de tristesse, par exemple, c'est un moyen aussi d'évacuer une certaine nostalgie, une situation dans laquelle on pourrait sombrer. Pleurer, c'est un moyen vraiment de libérer son plexus, de libérer toute cette émotion qui nous engorge. Et justement, on a souvent la gorge nouée, hein. Donc l'expression populaire est tout à fait justifiée. Et puis de tracer son chemin un petit peu. Parce que la tristesse, on peut la retrouver par exemple dans beaucoup de peintres ou de musique, de chansons. Mais c'est une manière de dire les choses et de partager humainement ce que l'on vit dans son cœur. Et lorsqu'on partage des choses, elles sont toujours plus légères. On s'allège. Et si on ne le partage pas à quelqu'un directement, on le partage au monde entier. Et c'est cette humanité-là qui fait que on va rester humain. Sinon, on devient monstrueux. Quand la rancœur, la haine, la violence intérieure grandit, on devient une personne complètement froide, inhumaine, complètement détachée des valeurs d'émotions affectives, intellectuelle même. Parfois, c'est vraiment une analyse tordue qui va surgir de ce genre de perspective. Et pour rester un petit peu droit dans ses bottes, dans sa propre cohérence, il faut, on peut aller dans la direction de s'accepter soi-même. Et s'accepter, c'est se reconnaître tel que l'on est et se pacifier par rapport à ce que l'on voit et à ce que l'on vit. Troisième point qui n'est pas vraiment une troisième étape, mais plutôt des propositions. Dans la continuité de ce que je disais il y a quelques minutes, c'est pour se pacifier, on peut faire beaucoup d'activités d'expression. Donc c'est pour ça que je suis très friand des arts en général et en particulier des arts corporels, par exemple comme la danse, le théâtre. Ça peut être aussi beaucoup de sport. Par exemple, si vous aimez la course à pied, l'escalade, le foot, la gymnastique, tout ce qui vous fait du bien, ça peut être votre moyen à vous de réaliser qui vous êtes et de le libérer. Parce que cette personne-là, finalement, elle est toujours changeante. Dans ce qu'elle est, elle est une expression du soi avec un grand S, c'est-à-dire de l'univers, du monde dans son entièreté, mais sous une expression particulière qu'on appelle l'individu. Et cet individu n'a pas besoin de disparaître, comme on peut croire avoir compris dans les grandes spiritualités ou dans les grandes religions. L'ego ou l'individu, ce n'est pas quelque chose qui disparaît, mais plutôt quelque chose qui va s'exprimer, un peu comme une interface d'ordinateur. Il y a les données qui sont programmées dans le disque dur, et puis elles vont s'exprimer à travers l'écran. Donc l'individu qu'on est, c'est une sorte d'écran qui va exprimer notre monde intérieur, qui est le monde dans son entièreté, comme je disais. Et ce monde intérieur peut prendre différentes facettes. Donc la personne que l'on est toujours en changement. Et ça, il n'y a pas de souci avec ça. On n'a pas besoin d'être constant. On n'a pas besoin que les autres nous reconnaissent toujours comme une personne bien définie. Et on n'a pas besoin soi-même d'être toujours la même personne. Si vous avez envie d'exprimer quelque chose, eh bien c'est vous. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors comme je le disais, par rapport aux choses aux activités qui peuvent nous aider, donc les activités artistiques d'expression, l'écriture par exemple. Moi j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup parler, vous l'aurez remarqué. Et donc ce sont mes moyens à moi, peu importe que les gens m'écoutent ou non. Ça peut être important d'avoir des échanges, des retours, et ça c'est très heureux quand ça nous arrive, mais malgré tout, déjà simplement le fait d'oser s'exprimer, en public ou avec quelques personnes, c'est quelque chose qui peut nous faire avancer énormément.
puisque au lieu de garder les choses pour nous, on les partage. Et que ça soit bien accueilli ou mal accueilli, ça n'est pas le problème. C'est d'oser avoir ce mouvement. C'est extrêmement libérateur et ça permet aussi de faire grandir notre environnement. Puisque exprimant notre détresse ou exprimant notre propre grandeur, eh bien, on va avoir peut-être des personnes qui vont réagir à ça et qui vont être touchées et qui peut-être vont nous toucher. Et grâce à cette expression, eh bien, on va apprendre de soi-même, on va apprendre des autres. Et finalement, il y aura une sorte de communion, communauté. Cette harmonie va permettre à chacun de trouver un peu ses marques, j'allais dire, mais c'est pas des références, son espace, ses espaces, voilà. Et ça, c'est très important, de trouver de l'espace en soi et à l'extérieur. De créer son propre espace s'il n'existe pas déjà. Mais en tout cas, s'il est seulement potentiel, c'est de le manifester dans les choses de manière concrète. Donc par exemple, d'aménager une pièce pour soi, ou par exemple, pour faire cette petite méditation du matin, ces petits exercices de réveil, pouvoir avoir une pause lecture tranquille dans la journée. Peut-être faire ses dessins, sa peinture, son chant, peut-être ses maquettes, toutes les choses que l'on aime faire, simplement pouvoir se reposer, avoir un espace, si vous avez la chance d'avoir un jardin, d'avoir peut-être un espace où vous pouvez cultiver votre propre jardin, potager, peut-être un endroit où vous pouvez faire un petit peu de sport, des choses où vous pouvez simplement admirer la nature. Ou si vous avez un espace vert pas loin de chez vous, ou même loin mais que vous aimez aller, des choses comme ça. Pas forcément quelque chose qui soit une propriété, mais quelque chose que vous appropriez dans le sens où votre espace intérieur va communier avec l'espace extérieur. Et tout simplement là où vous êtes bien. Et c'est pratiquer ces choses-là aussi, hein. Renourrir la joie et le plaisir qui font qu'on devient soi-même. Je vous donne pas des techniques, mais c'est des choses simples, basiques, qui vont vous permettre de vous développer, mais pas dans un sens de surplus, c'est-à-dire de mettre des qualités en plus que vous n'aviez pas. On s'en fiche de ça, d'avoir des qualités en plus ou d'avoir des qualités super développées. C'est de vivre ses propres qualités, et qualités dans le sens général, c'est-à-dire qualités et défauts. C'est de vous vivre dans votre intégrité. C'est vraiment important, cette intégrité. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, en vous observant, comme je disais, tel que vous êtes, en vous pacifiant par rapport à ça. Quand il y a de l'émotion qui vient, vous la laissez émerger. Mais si ce n'est couper le mental, mais ne pas encourager avec le mental en disant « Ah oui, mais je suis comme ceci, mais c'est pas bien, parce que j'ai lu qu'il fallait faire ceci, cela. » Non, vous êtes comme ceci, mais en fait, en vérité, ça n'appartient à personne. Ce sont juste des mouvements, des énergies qui s'expriment. Et ces qualités ne vous définissent pas. C'est au pire une partie de vous, mais au mieux simplement une énergie qui s'exprime. Et ça n'est pas vous tel que vous pensez être, c'est vous sur le moment tel que vous êtes, mais vous sur le moment. Le moment d'après, ça sera quelqu'un d'autre, c'est d'ailleurs une autre énergie. Et donc, il n'y a pas de vous défini dans le temps, comme une personne bien arrêtée qui resterait toujours la même. Non, c'est vous maintenant. Et soit maintenant, c'est quelque chose qui se réactualise par le fait de s'ouvrir et d'accueillir ce qui se présente. Donc si je suis en colère maintenant, je me mets en colère. Si je pleure maintenant, je pleure maintenant. Si je suis joyeux maintenant, je suis joyeux maintenant. S'il n'y a rien de particulier, c'est pareil. Voilà, il n'y a pas quelque chose à stimuler, il ne faudrait pas être heureux H24 avec le sourire du boudin et être complètement équanime face à toute situation. Le fait d'être humain, c'est justement de vivre les émotions humaines et non pas d'être quelqu'un de complètement inerte, sans réactivité. Si vous regardez par exemple le Bouddha ou Jésus, ils avaient des attitudes aussi qui pouvaient passer pour de la colère comme on en a l'habitude, mais en fait la colère ne leur posait pas de problème. Se mettre en colère ou rire ou pleurer n'était pas un souci pour eux puisqu'ils n'avaient pas d'identification. Et la chose ici en fait que je vous pointe, c'est le fait de ne pas s'identifier. C'est-à-dire, quand je laisse émerger l'émotion ou la pensée, elle existe, mais elle existe par elle-même. Elle ne m'appartient pas, puisqu'il n'y a pas de personne qui se définit par rapport à cette émotion et cette pensée. Et pareil pour le corps. Quand il y a une douleur ou quelque chose qui s'exprime, une sensation, cette douleur ou cette sensation appartiennent tout simplement à ce corps. Ce corps, on peut dire d'un certain côté que c'est moi, mais d'un autre, on peut dire aussi que je ne suis pas ce corps. C'est-à-dire que je ne m'y identifie pas. Je suis ce corps dans le sens où je vais le vivre, l'expérimenter à travers mes 5 sens et plus.
Mais je ne m'identifie pas au corps comme cette main, cette épaule, ce ventre, etc. Je le vis et c'est pas la même chose. Donc, vivez, expérimentez les choses dans votre quotidien, apprenez à le vivre tel quel, sans rajouter quoi que ce soit, mais sans en retirer quoi que ce soit non plus. Et je pense que c'est un petit peu, entre guillemets, le secret du bonheur que de vivre tout simplement la vie. Les gens pensent que c'est arriver à un état de béatitude, une sorte de perfection spirituelle, mais là où je pense qu'on peut faire l'erreur, c'est que ceci n'est qu'un état, une expérience passagère. Les personnes les plus éveillées ne sont pas 24 heures sur 24 en joie ou dans un sourire béat, sans aucune émotion ou sans aucune réaction. Il y a quelque chose de vivant à l'intérieur d'elles qui fait que justement, elles ont beaucoup d'espace qui s'ouvre et beaucoup d'énergie qui s'exprime à travers elles. Simplement, c'est que ça ne manifeste pas forcément extérieurement, mais c'est bien présent. Et elles peuvent aussi, comme je donnais l'exemple de Jésus qui se met en colère contre les marchands, ou contre peut-être les gens qui idolâtrent des objets, bien il y a des choses comme ça un petit peu qui peuvent s'exprimer extérieurement, mais intérieurement on n'en est pas forcément perturbé. Et inversement. Voilà pour la petite explication, proposition. J'espère que je vous ai pas embrouillé avec tous ces trucs. Je pensais pas faire un truc aussi long, mais voilà, c'est sorti, ça a jailli, et ça s'est exprimé, et ça fait du bien. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.